Voilà, je vais me tourner vers le premier duo. Donc, on va consacrer 20-25 minutes aux deux projets qui vont être présentés et discutés. Et donc, tout d'abord, autour de binôme, Thibaut Rossigneux est avec nous. Donc, moi, j'étais en plus dans la petite chambre, enfin, dans la room là, avec lui. Donc, je viens de le réentendre se présenter, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Thibaut est comédien et metteur en scène et il a fondé la compagnie L'Essence des mots en 2009. Et donc, c'est avec cette compagnie très axée sur la transdisciplinarité et vraiment le dialogue entre des univers différents qu'il a lancé le projet Binôme il y a maintenant 10 ans. Binôme a déjà donné lieu à 42 créations. Et parmi ces 42 créations, eh bien donc en 2019, a eu lieu pour la première fois une création avec une chercheuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est Sophie Laguesse, qui est avec nous aussi. Vous l'avez sans doute repérée dans les petites icônes. Sophie, elle est chercheuse au Giga Neurosciences, où elle a effectué son doctorat en neurologie du développement. Et depuis 2017, et après son postdoc aux États-Unis, eh bien, en spécialiste du cerveau, Sophie étudie les effets de la consommation d'alcool sur la maturation du cerveau adolescent. Voilà son thème de recherche, c'est de ce thème qu'elle a parlé avec l'auteur Akimba, qui lui, par contre, n'est pas avec nous aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas. Mais Thibaut va pouvoir parler du projet. Et donc, je me tourne tout de suite vers Thibaut d'abord avec quelques questions. Donc, j'ai déjà évoqué Binôme dans les grandes lignes, mais est-ce que tu peux nous en parler avec tes mots à toi de ce projet Bien, et peut-être aussi de son origine? bien Pourquoi? sûr. Alors, Binôme, moi je le présente vraiment comme un projet artistique avant tout. C'est une commande en écriture à un auteur à la suite de sa rencontre avec un chercheur. Et tout ça répond à un protocole hyper précis. Je pense que je me suis découvert une obsession pour les contraintes avec Binôme, ou en tout cas je l'ai assumé à ce moment-là, puisque en fait la rencontre est unique. Elle se fait à l'aveugle, c'est-à-dire que l'auteur et le chercheur ou l'autrice et la chercheuse ne savent rien l'un de l'autre à l'origine, avant que la rencontre ait lieu. Et c'est une rencontre unique qui dure 50 minutes et qui est filmée. Donc les deux intervenants se retrouvent devant la caméra et échangent librement pendant 50 minutes. Après ces 50 minutes, l'auteur doit écrire une pièce d'une demi-heure pour 3 acteurs et n'a plus le droit pendant le mois et demi d'écriture d'entrer en contact avec le chercheur. Et enfin, je récupère la pièce et je retrouve le chercheur ou la chercheuse, un lieu qu'il décide pour qu'il découvre la pièce et pour filmer donc la réaction du chercheur à la lecture de la pièce. Et tout ça donne ensuite une forme qui est toujours dans le même format qui est proposé donc pour les spectacles, donc celle qu'on devait faire aujourd'hui à Liège. On projette 12 minutes d'extrait de la rencontre entre le chercheur et l'auteur, suivi d'une demi-heure de lecture jouée avec une création musicale originale de la pièce. Donc il y a trois acteurs et un créateur de musique à chaque fois. Et ensuite, on revient à la vidéo pour 3 minutes avec les extraits de la réaction du chercheur. Et enfin, une rencontre avec le public, autour de ce qui s'est passé, de cette aventure et de ce format très original qui est proposé avec Binôme. Et c'est vrai que les questions portent généralement autant sur la science que sur l'écriture contemporaine, sur la société, puisque ça remue évidemment énormément de questions. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le fait que le mur commence avec le mot décloisonnement, je crois, tu as dit, En c'est le. réaction sur le décloisonnement, oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, le mot décloisonnement, c'est le mot que j'aurais mis si je devais en mettre un, parce que pour moi, c'est vraiment la note d'intention de Binôme. C'est vraiment ça, c'est opérer un décloisonnement, et le décloisonnement est vraiment dans tous les sens. C'est aussi bien entre enfin, décloisonner le monde de la science, le montrer autrement, le faire entendre autrement, que la société puisse s'en emparer, mais aussi notre théâtre, qui a tendance aussi à vivre un petit peu en vase clos, et comment aussi on peut donner la parole à des auteurs contemporains sur des faits de société et faire entendre du théâtre à des gens qui, a priori, ne vont pas forcément au théâtre, qui viennent plus parce qu'ils sont curieux de science. Et donc, tout ce décloisonnement qu'on opère avec Binôme, pour moi, je trouvais source d'abord de beaucoup de plaisir et puis aussi de beaucoup de liberté et d'échanges que je trouve extrêmement enrichissants pour tout le monde. Oui, et tu viens de l'évoquer, j'ai lu dans une interview de toi par rapport à l'origine du projet, que pour toi, c'était aussi dans la vocation de service public du théâtre.
ce rapprochement avec Ouais, thématique de c'est société, tu peux alors c'est très dire? vrai, et c'est d'autant plus vrai que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un point entre, la culture scientifique publique et le théâtre public. Il y a, alors, je fais un peu mon malin maintenant parce que, j'en suis à 10 ans de binôme et que j'ai pu analyser a posteriori les choses. Honnêtement, j'aurais pas eu du tout ce discours et cette clairvoyance à l'origine de Binôme, qui était vraiment un projet très instinctif et qui s'est, vraiment construit, au fur et à mesure des années, et l'analyse est vraiment venue a posteriori. Mais toujours est-il que je trouve qu'il y a vraiment un pont entre ces deux, enfin comment on pourrait dire, deux disciplines qui peuvent exister grâce à l'argent public, en tout cas en France. Donc c'est hyper important parce que ça veut dire que dans les deux cas, il y a une forme de liberté dans la façon d'aborder les sujets, de les traiter, et qui est fondamentale et qui est quand même mise à mal dans beaucoup de cas. Donc, c'est deux secteurs qui sont extrêmement fragilisés également, hein, le théâtre public et la science et la recherche scientifique publique. Et d'ailleurs, un contre-exemple, mais qui nourrit pas mal la chose, j'ai été approché par des laboratoires privés qui voulaient faire participer à Binôme, et ça n'a jamais pu se faire parce que je me rendais compte qu'ils ne comprenaient absolument pas l'esprit du binôme. Et en fait, ils voulaient se servir de l'objet comme un moyen de Communiquer. communication pure, voire de publicité. Et donc, ils voulaient avoir la main sur la partie écrite, enfin la partie Mmh. fictionnelle sur l'œuvre. Mmh. Et immédiatement, dès que j'ai senti ça, j'ai dit, ce sera juste pas ce projet-là, faites un projet similaire mais autre, mais Binôme ne sera pas ça. Et donc, c'est en ça que je pense que on est entre guillemets condamné à travailler entre structures publiques, parce que je pense que c'est là que ça peut complètement s'épanouir et trouver toute cette liberté. Mmh. Ne pas dénaturer l'objectif du projet, en fait, et oui, Absolument, et de fait, vous êtes absolument. très attentif à cette liberté, de l'auteur, et ça fait partie du dispositif aussi qui implique qu'il n'y a pas de contact entre l'auteur et la chercheuse jusqu'à la restitution du texte. Complètement, Et ouais, complètement. ça, Sophie pourra peut-être en parler, quand on se tournera vers elle, le moment où on reçoit le texte, du coup. Tu disais qu'il y avait pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, non, non. Non? Tu disais que vous en étiez donc à votre 10e saison, donc tu en as vu des sujets du coup, et 42 ou voire plus, créations artistiques. Je sais pas, avec le recul, est-ce que tu vois des thèmes prégnants ou une évolution dans les thèmes abordés? Parce qu'il y a une relation au public et à la société qui est quand même fort avec ce projet. Mmh. Tu Alors, les as vus? tout d'abord, je veux dire quelque chose qui est important, c'est moi, j'ai pas du tout inventé la relation art-science, et il y a des gens beaucoup plus brillants que moi qui s'étaient collés à ce sujet, parce que de temps en temps, je vois, c'est déformé dans des interviews, des choses comme ça. On a vraiment l'impression que j'ai l'impression qu'avec Binôme, Mmh. j'ai Inventer la réinventé poudre. Voilà, et vraiment pas du tout, du tout. C'est juste en fait d'une contrainte, j'ai fait une liberté, c'est-à-dire que j'étais à l'époque une petite compagnie avec peu de moyens, du coup j'avais des délais très courts pour pouvoir produire ces objets-là, et du coup d'où les contraintes de durée très courte et autres. Et j'étais complètement dans le cliché au départ, je pense, puisque je pensais que la rencontre, pour qu'elle fasse sens, devait être avec des sciences dures, que je voulais vraiment voir les yeux comme des soucoupes des auteurs qui n'allaient rien comprendre à une spécialité hyper pointue. Donc ça m'a amusé le témoignage dans notre chambre j'ai pas retenu hélas votre nom, mais Vincent Gémen. voilà, et qui a dit qu'il était monomaniaque, et je trouve ça absolument génial parce que c'est vraiment ça dont je suis persuadé, c'est que les chercheurs, je dis souvent, les chercheurs sont vraiment monomaniaques et les auteurs sont monomaniaques en série, parce que ils vont passer d'une Bien sûr. monomanie à une autre, même si c'est souvent la même histoire qu'ils vont raconter toute leur vie, mais en tout cas, ils ont d'autres objets d'affection. Et en tout cas, ce cliché que j'avais, qui était de s'attaquer qu'aux sciences dures pour organiser des rencontres chocs, voilà, j'étais dans un truc vraiment un peu cliché, a été balayé, et fort heureusement, par l'Institut de recherche pour le développement, qui est un gros institut en France, qui travaille beaucoup avec ce qu'on va qualifier, sans être péjoratif, de sciences molles ou de sciences sociales. Et ils m'ont fait rencontrer un ethnobiologiste qui s'appelle Edmond Dounias et qui travaille sur les peuples cueilleurs-chasseurs dans les forêts tropicales humides. Bon, là aussi, un autre monomaniaque assez précis. Et en fait, je me suis rendu compte que
l'intérêt de tout ça et pourquoi ça, à mon avis, ça fonctionne, c'est qu'on rencontre à chaque fois des gens qui sont des ultra spécialistes d'un domaine, qui sont absolument passionnés par leur objet de recherche et qui ont le souci de ne pas être compris souvent par la société et qui ont envie d'essayer de faire comprendre ce qui les anime et ce qui anime leur objet de recherche. Et donc, je pense que vraiment, c'était une énorme erreur de s'imaginer que ça ne pouvait marcher qu'avec les sciences dures. Et aujourd'hui, c'est super. On a fait des binômes avec des économistes, avec des sociologues, voilà, dans des domaines très variés. Et ça marche tout aussi bien. Et c'est vrai qu'avec Sophie, ce qui était intéressant, c'est à la fois des sciences dures et des sciences appliquées. Et je pense que l'écho que ça a sur la société est évident et je trouve ça génial qu'un auteur puisse participer par le biais du protocole binôme à aussi, à sa petite échelle, à faire découvrir ces recherches qu'on ignore complètement. Enfin, moi, jusqu'à rencontrer Sophie Lagache, j'ignorais complètement qu'il y avait des gens assez fous pour se préoccuper de la consommation d'alcool chez les adolescents et de l'impact sur leur cortex préfrontal, mot que je ne connaissais pas non plus et tout ça. Oui, et en effet, il y a une portée et un impact sociétal au départ d'une approche de sciences dures. Pour le coup, on va en parler avec Sophie. Je vais demander à Christine de diffuser 1 minute et demie de vidéo issue du reportage qui a été fait lors de la création à Avignon, parce que ces images, du coup, peuvent peut-être rendre concret un petit peu le projet pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Donc, si Christine est OK, voilà. Comme le veut le projet Binôme, après une unique rencontre de 50 minutes, l'auteur écrit une pièce de 30 minutes pour 3 voix. Grâce à une vidéo, les spectateurs découvrent un extrait de cet entretien avant de voir la pièce. Tentation, tentation, l'envie devient forte. Je couine, très forte. Je couine, tellement forte. Je couine, je couine. Ici, sous le titre « Dislocation cervicale », il sera question de biberons d'alcool, de cerveau adolescent, de souris sacrifiées, d'interrogations et de doutes. Ensuite, il y a un temps d'échange entre le public et l'équipe artistique. Il y a le sujet ici qui a été abordé et visiblement qui piquait l'attention de tous les spectateurs, vu le nombre de questions, qui étaient plus orientées finalement sur la recherche posée par la jeune chercheuse, plutôt que sur le ressort théâtral, qui pourtant, à mon avis, est original. Voilà, quelques images peut-être qui rendent un peu le projet palpable pour vous en rendre compte, en plus avec une réaction d'un spectateur qui était bien à propos. Donc je vais glisser vers Sophie. Merci Thibaut déjà pour cet échange. Alors Sophie, on t'a présenté, on a déjà évoqué tes recherches, mais peut-être que c'est quand même bien qu'on te laisse, avec tes mots, en parler brièvement pour nous dire sur quoi porte ta monomaniaquerie alors, puisqu'on vient de parler de monomaniaquerie. Ma monomaniaquerie, c'est l'alcool à l'adolescence. Et donc, je travaille sur l'hypothèse que l'abus d'alcool pendant l'adolescence va interférer avec la maturation du cerveau et va conduire à l'âge adulte à des troubles comportementaux comme des troubles dépressifs, troubles d'anxiété ou d'addiction. Et pour étudier ça, je travaille avec des souris. Et donc, j'utilise des souris qui boivent volontairement de grandes quantités d'alcool pendant leur adolescence. Et j'analyse, je compare des souris qui ont bu de l'alcool et celles qui n'ont bu que de l'eau pour différents traits comportementaux. Et puis ensuite, on essaie de comprendre comment l'alcool agit sur le cerveau, bien particulièrement pour amener à ces comportements défectifs. Voilà. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Mais de façon très claire, comme toujours. Je voulais te demander, enfin moi du coup je le sais un peu, mais enfin à partager avec les participants connectés, c'est quand on t'a téléphoné pour te proposer ce projet, c'est vrai que nous le doute qu'on avait avec l'équipe avec laquelle on a réfléchi à se tourner vers toi, c'est est-ce qu'elle va avoir le temps, on sait que les chercheurs ont des carrières quand même bien serrées en investissement avec des priorités scientifiques qui sont très prégnantes, et donc qu'est-ce qui fait que tu acceptes ce projet qui malgré tout voilà, prend aussi il faut se libérer, il faut être ouvert à ce projet. Déjà, au départ, j'ai trouvé l'idée très originale et assez intrigante. Puis, évidemment, comme tout chercheur, j'ai regardé le temps que ça allait me prendre. Et finalement, ce n'est pas tellement moi qui ai travaillé, c'est plus Hakim qui a consacré beaucoup d'heures là-dessus.
Mais j'ai trouvé le concept carrément inhabituel. Et en science, parfois, on peut se permettre de faire des expériences à tâtons, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée du résultat final. Et c'est les expériences que moi, je préfère parce que c'est celles qui ouvrent plein de portes après. Et j'ai vraiment vu l'idée de binôme comme ce genre d'expérience à tâtons, l'idée de mélanger deux univers totalement différents. Ça pouvait donner quelque chose de vraiment chouette. J'étais intriguée. Ok, oui, donc il y avait une posture quand même d'ouverture et de curiosité pour la chose. Oui. Et donc, Thibaut a expliqué les différentes phases. Donc, il y a le moment où tu rencontres Akimba. Tu ne sais pas d'ailleurs qui tu vas rencontrer. Le jour où tu as rendez-vous, la compagnie te fixe un rendez-vous dans un lieu, c'était au théâtre. Tu ne sais pas avec qui. C'est un rendez-vous de 40 minutes. Je crois qu'il vient de rappeler, c'est ça 40 minutes d'échange. 50 minutes, je pense, oui. Oui, voilà. Comment ça se passe? 50, ouais. 50 minutes, oui. Ouais. Comment tu vis ce moment Bah, c'est un peu stressant, surtout quand, moi, j'aime pas trop les caméras et toutes ces choses-là, donc quand, voilà, je suis arrivée très stressée, puis l'équipe de la compagnie Essence Démo m'a mis vraiment à l'aise et j'avais aucune idée de qui j'allais rencontrer, c'est le concept. Et ça, c'était vraiment sympa dans le sens où on a fait un espèce de petit jeu à essayer de deviner qui on allait rencontrer. D'ailleurs, j'étais complètement à côté de la plaque. Et ça a permis de vraiment détendre l'atmosphère. Puis quand j'ai rencontré Hakim, on a commencé à parler et en fait, après quelques minutes, on était vraiment dedans et les 50 minutes sont passées extrêmement vite. Je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est vraiment un chouette souvenir. Oui, et peut-être préciser que l'auteur est choisi, il est choisi par la compagnie, mais pas parce que vous présupposez, là c'est Thibaut, mais pas parce que vous présupposez que ça va matcher ou qu'au contraire ça va faire un cocktail explosif. C'est vraiment un choix assez neutre. Oui, en fait, c'est vraiment. Moi, j'essaie de constituer par saison de binôme un pôle d'auteurs, donc généralement 5 auteurs. Et le fait qu'ils rencontrent tel ou tel chercheur, c'est vraiment le fruit du hasard et du calendrier. Il n'y a absolument pas de. Déjà, moi, je ne sais que très peu qui ils vont rencontrer, puisque je connais très mal les objets scientifiques et je me renseigne pas avant, puisque je veux également avoir la surprise. Et du coup, je peux pas présupposer que Akimba va être tout à fait passionné par la consommation d'alcool des adolescents. Et ce qui fait du coup, c'est des rencontres qui peuvent être très drôles, d'ailleurs ce qui a été le cas avec Akimba, parce qu'il a quand même mis, je pense, à peu près 20 minutes à comprendre que pour le prélèvement de cerveau, Sophie euthanasiait les souris. Et donc, c'était un truc qu'il n'arrivait pas à comprendre comment elle faisait pour avoir les cerveaux en main et comment elle récupérait ses cerveaux. Et quand le moment où on voit qu'il comprend que la souris est tuée, du coup, c'est vraiment hyper troublant, quoi. Et c'est en même temps drôle et terrible. Et donc, c'est vrai que ça a été, du coup, le personnage de la souris est présent dans la pièce. Ouais. Il y a ces deux aspects très présents, la souris, le côté expérimental et la problématique liée à l'alcool. Et donc, Sophie, toi, donc il y a ce temps où vous n'êtes pas en contact et il se passe 2-3 mois avant que tu ne reçoives un coup de fil de nouveau pour un rendez-vous, là, pour recevoir le texte en main et être filmé pendant que tu le lis, puisque ce moment fait partie aussi de la représentation théâtrale. On te voit qui découvre le texte et on prend ta réaction à chaud. Et ce moment-là, voilà, qu'est-ce qui t'a marqué? Beaucoup de choses, en fait. Déjà, quand j'ai lu le titre, dislocation cervicale, je pense que mon cœur s'est arrêté de battre pendant 1 ou 2 secondes. Je me suis dit, oulala, parce que c'est quelque chose que je déteste et avec lequel j'ai beaucoup de mal. Puis j'ai commencé à lire et de nouveau, après quelques phrases, j'étais dedans. C'est prenant, c'est rythmé. Alors, il y a beaucoup de clins d'œil personnels à notre rencontre. Juste pour donner un exemple, il y a un des personnages qui s'appelle Céline, grosse buveuse. Et en fait, c'est une de mes souris que j'avais appelée comme ça pour rire parce qu'elle buvait vraiment beaucoup, beaucoup d'alcool. Et c'est en référence avec une soirée de famille où ma sœur s'était rouvert Céline, s'était rouvert une bière et que ma maman s'était exclamée « Oh, Céline, grosse buveuse !» Et donc, je ne sais pas comment c'est arrivé dans la conversation avec Hakim, puisqu'on en a parlé finalement, et ça se retrouve dans le texte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'ai découvert le texte, c'est qu'il n'y avait pas que mes recherches, mais Hakim a vraiment fait ressortir beaucoup de choses très personnelles, dont la dualité du chercheur qui doit faire de l'expérimentation animale. Parfois, on doit être le chercheur froid qui ne pense qu'à la science, et parfois, on a du mal avec l'idée d'utiliser des animaux pour des expériences. Donc, il a vraiment compris ça sans qu'on en parle de façon frontale et c'était très surprenant.
et un peu émouvant, je me souviens, pour toi. Enfin, Très, parce oui. que tu t'étais vue, je ne vais pas dire comprise, je ne vais pas traduire pour toi, mais il y avait une émotion quand même dans ce qu'il avait traduit. Oui, il m'a fallu quelques minutes avant de pouvoir donner mes impressions à chaud parce que c'était très, très troublant. Oui, tu n'imaginais pas nécessairement ça non plus. Pas du tout. Et alors, au niveau des représentations, parce que du coup, toi, tu as assisté à 2 représentations, parce qu'on a évoqué celle d'Avignon, mais il y a eu une date aussi en région parisienne, Oui. juste avant le confinement, de mémoire. Donc, celle-là avait pu être sauvée. Comment se passe pour toi cette représentation et qu'est-ce que ça apporte, selon toi, par rapport à ton thème de recherche aussi, ou ta vocation de chercheuse? Ben, quand j'ai vu les pièces pour la première fois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette et différent encore de le fait de lire la pièce. Le voir jouer, ça donnait une autre dimension au texte, plus de nuances et peut-être le côté plus dramatique finalement de cette problématique d'expérimentation animale. Et le revoir à Paris, 6 mois plus tard, plus ou moins, ça m'a encore fait découvrir d'autres nuances et d'autres clins d'œil dans le texte. Et au niveau de ma recherche, via Binôme, je me suis rendu compte que les gens s'intéressaient beaucoup, non seulement aux problématiques de l'alcool à l'adolescence et aux problèmes de l'expérimentation animale. Il y avait quand même beaucoup de questions du public qui étaient tournées vraiment sur le sujet de recherche en soi et pas que sur la relation entre l'art et la science. Oui, les débats sont protéiformes un peu au niveau de ce qui est échangé. Qu'est-ce qui ferait que tu le referais, ce projet, si on te le reposait? Voilà, qu'est-ce que tu en retires par rapport à ta carrière de scientifique? Tu n'avais peut-être pas prévu cette espèce d'ovni là, qui t'est arrivé Pas un du jour. tout, pas du tout, mais en fait, Binôme m'a apporté énormément de choses. Déjà sur le plan personnel, ça m'a vraiment montré qu'il était nécessaire d'apprendre à vulgariser sa recherche. Parce que quand on discutait avec Hakim, je me suis rendu compte de l'étrangeté de mon travail, des termes bizarres qui pour moi sont tout à fait naturels et que lui ne peut pas comprendre. Je revois sa tête quand je lui ai montré ma cuillère à cerveau que j'utilise tous les jours et je revois ses yeux perplexes, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais pour un travail, c'est bizarre. Et puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, donc non seulement les membres de la compagnie, mais aussi tous ces gens qui travaillent en relation avec l'Université de Liège, donc Réjouis Sciences, la MSH, Liège Créative, et toutes ces structures que je ne connaissais pas ou très peu, et avec qui on a démarré des collaborations pour aider à la dissémination de la recherche. Donc ça, c'est vraiment... c'est grâce à Binôme que toutes ces rencontres ont eu lieu et que des projets peuvent en découler maintenant. Allez, super. On n'en espérait pas recevoir autant de fleurs, mais tant mieux si on a servi aussi. Mais oui, c'est évidemment un des objectifs latents du projet Binôme, outre la création artistique. Il nous reste peu de temps parce que comme on partage avec un autre duo, je vais vraiment au timing, mais peut-être est-ce que vous voulez vous poser une question l'un à l'autre ou enfin, voilà, on s'était prévu encore 3-4 minutes pour que vous puissiez peut-être vous poser une question qui vous surprendra l'un à l'autre. Allez, moi je me lance. Honnêtement, j'ai été un mauvais élève, je ne l'ai pas préparé, donc elle me vient de ce qui a été dit là. C'est très Est-ce bien. que, d'abord Sophie, tu me manques, je suis très très frustré de ne pas te voir, je te le dis quand même. C'est toujours des super moments, donc j'espère que ça va vite pouvoir se faire. Moi je voulais savoir, très concrètement, sans réfléchir, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pensé à Kimba, dans le cadre de ton travail, je veux dire, hein. Quand est-ce que tout d'un coup tu as dit, oh purée, ça me fait penser à Kimba et comment tu as pu réagir? Très régulièrement, en fait, à chaque fois que j'utilise ma cuillère à cerveau, je revois les yeux d'Hakim qui s'écarquillent. C'est vrai que il faut quand même dire que sur cette rencontre, mais moi j'étais assis à côté de l'ingénieur du son et j'étais obligé de le faire taire tellement il riait pendant la rencontre de toutes ces incompréhensions et de toutes ces interrogations et en même temps avec une symbiose entre vous, quelque chose qui était énorme. Et en plus, tous les deux, vous faites tellement jeunes, on a l'impression que c'était deux ados qui étaient justement sous l'effet de l'alcool qu'ils étaient censés ne pas boire. Donc c'était vraiment très, très drôle. Très, très drôle. Et moi, je vais te poser une question. À quoi ressemblera Binôme dans 10 ans? Waouh! Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que je m'étais dit justement, au bout des 5 ans,
je me suis dit, il faut qu'une chose comme ça meure joliment. C'est-à-dire, j'ai pas envie que ça s'essouffle, que ça s'épuise, que j'arrête parce que j'ai pas le choix et tout. Et donc, j'étais hyper au taquet pour les 5 ans d'annoncer à tout le monde que c'était la fin, que voilà, ça avait été super, qu'on avait des super belles expériences et tout. Bon, je me suis fait complètement avoir parce que c'était pour la préparation de la 6e édition. Je n'ai jamais eu autant de demandes et tout. Et puis toute mon équipe a dit non, mais t'es complètement suicidaire. Enfin, t'adores faire ce projet, ça continue. Voilà. Et du coup, bah, tu vois, j'ai fait les 10 ans, donc comme quoi je n'ai aucune parole. Et les derniers événements m'ont poussé à faire évoluer l'objet. Donc, je ne pense pas que c'est moi qui vais décider de son évolution. Je pense que c'est l'extérieur parce que je crois que là, je suis un peu lâche là-dessus. Et donc, il y a 2 choses qui ont évolué. D'une part, on a fait ce qu'on a appelé les binômes à la carte, c'est-à-dire qu'on les crée tout au long de l'année maintenant et au rythme que veulent nos partenaires et dans le cadre qu'ils veulent. On ne dépend plus du Festival d'Avignon qui, hélas, n'a plus lieu. Et c'est finalement assez génial parce qu'on se consacre qu'à un seul binôme à la fois et on ne fait plus la création collective de tous les binômes et ça fait un truc assez excitant et chouette. Et il y a une autre contrainte qui nous a été imposée. On a dû faire pour la fête de la science en France un binôme tout numérique. Donc, on a dû filmer la fiction. On a fait un véritable court-métrage, donc avec notamment les acteurs que tu connais et Paola qui a dirigé le binôme que tu as vu. Et ça a été une expérience complètement folle. Et comment, dans un délai ultra court, on a créé un court-métrage qui est encadré par le même principe, la rencontre et la réaction. Et alors, ça ne dit pas du tout que je vise un binôme tout numérique parce que je pense que moi, je suis vraiment quelqu'un de théâtre et c'est par le théâtre et la rencontre avec autrui que je veux que ça vive. Mais par exemple, ça me donne des idées et je suis en train de développer ça avec l'IRD, de faire éventuellement une autre forme, sous forme de podcast peut-être, faire aussi, tu vois, un projet qui pourrait être avec des chercheurs du monde entier et éventuellement des compositeurs du monde entier, faire un mélange entre des auteurs, de la musique et de la science sous forme de podcast. Donc voilà, ça ouvre d'autres perspectives qui viennent directement de Binôme. Je me réjouis de voir tout ça. Contexte où on se réinvente tous. On voit qu'il y a encore des idées. Merci à tous les deux. Alors, merci beaucoup. On va permettre après aux participants de vous poser des questions s'ils le souhaitent, mais je vais d'abord passer le micro à Edith Berthollet, donc, qui est responsable de la programmation des rencontres et de tout ce qui est littérature au Théâtre de Liège et qui va interagir avec Acheline Paroline et Pierre Dauby. Oui, merci à tout le monde et merci à Delphine pour l'invitation. Je voulais vraiment remercier Thibaut et Sophie de ce premier échange et effectivement cette mise en place de binôme était intéressante pour nous aussi et on y a fort contribué. Mais voilà, vous avez eu un petit bout de ce à quoi ce projet aurait pu être ce soir. C'était important pour nous aussi dans cette collaboration avec le Liège Créative et dans cette idée de décloisonnement dont on a déjà un peu parlé, d'aborder d'autres pratiques et d'autres manières de voir cette rencontre art-science. Simplement parce qu'effectivement Binôme a une structure, Thibaut l'a dit, très établie, qui fonctionne depuis 10 ans et qu'on aime beaucoup, donc il y a un vrai coup de cœur, mais c'est important pour nous aussi de montrer qu'il y a moyen de faire autrement, parfois de manière un peu plus surprenante et liée vraiment à la création artistique. C'est pour ça qu'on voulait vous proposer un deuxième pôle de réflexion pour avoir une vision plus globale. Donc là, je vais accueillir Pierre Dauby et Achélène. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Vous voyez tout le PowerPoint, bon, c'est pas très grave. Et donc simplement vous présenter Achélène et Pierre. Donc Pierre est enseignant en physique à Liège. Donc enseigner la physique, je trouve ça assez admirable parce qu'effectivement c'est complexe. Et donc c'est comment rendre accessible ça, transmettre des notions. Voilà, nous ne nous connaissions pas avant une demande particulière qu'Achélène nous a faite au Théâtre de Liège. Donc Achélène est compagnonne au Théâtre de Liège et aussi à Charleroi Danse. Je vais quand même vous présenter rapidement son travail, alors pas pour faire tout son CV, mais pour que vous compreniez comment on dit, le spectre large des recherches chez Achélène. Achélène, n'hésite pas à me compléter dans ce que je vais raconter sur ton travail. Donc tu nous viens donc de Buenos Aires, tu as été lauréate pépinière européenne pour Jeune Artiste, programme XXL
de la bourse Fondation Pinabouche en 2016 et tu vis et travailles à Bruxelles. Donc, j'ai déjà dit, Charleroi Danse et Théâtre de Liège te suivent très concrètement dans ta recherche artistique et dans tes présentations de spectacles. Pierre Thaïs, qui est avec nous, peut aussi compléter des informations. Voilà, il y a un vrai coup de cœur dans ton travail chorégraphique et on te suit depuis quelques années. Donc, tu as travaillé d'abord sur ton autobiographie et ton parcours personnel, avec vraiment toujours un travail de chorégraphie et pas de mots. Ensuite, tu as travaillé sur l'animalité, endormi en chacun de nous. Ensuite, la féminité. Tu as aussi travaillé avec une ancienne stripteaseuse. Ensuite, le rapport au modèle canonique masculin. Tu as commencé à collaborer avec une pianiste. Il y a eu plusieurs pièces qui est présente aussi dans la dernière création. Alors, il y a aussi une écriture de mouvements rigoureux. Le travail d'Achène est quelque chose de très physique, de très chorégraphique, de très fascinant à regarder, je trouve, quelles que soient les propositions. Avec Nativos, qui a été, moi, le premier spectacle que j'ai découvert et un vrai coup de cœur, qui a travaillé avec des Coréens sur la notion, donc des danseurs coréens, sur la notion de rite, de trance et voilà, de transmission de tout ça. Autochtonos 2 a été aussi un projet très physiquement fort et très répétitif. Et ensuite, tu as eu le désir de travailler, il y a eu d'autres projets évidemment, sur la théorie du chaos. Et c'est là qu'en tant que collaboration que nous avons ensemble, tu es venu nous trouver en disant, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui travaille sur la théorie du chaos? Et donc Hervé Caps et moi avons cherché et nous avons donc joué les entreprometteurs, enfin les preneurs de rendez-vous. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir un premier rendez-vous entre Pierre Dauby et toi et moi qui étais là un peu en observatrice de tout ça, pour voir qu'est-ce qui allait se raconter entre vous deux, qui, pareil, un peu comme Akimba et Sophie, n'aviez jamais entendu vraiment parler l'un de l'autre. Et donc, l'idée, c'était là aujourd'hui de parler très concrètement du processus de votre rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on n'était pas dans un cadre préétabli, c'est vraiment une chercheuse en chorégraphie pour un projet donné qui va chercher un enseignant en physique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la friction? Quelle a été la rencontre? Quel a été le point vraiment commun? Parce qu'il y en a un, c'est évident. Je ferai passer peut-être pendant vos discussions les quelques photos qu'on a sélectionnées du spectacle. Et on viendra ensuite à la question donc de est-ce qu'il y a eu par la suite une forme de porosité dans vos pratiques. Mais donc voilà, peut-être Hélène, tu peux introduire sur tes premières sensations et Pierre réagir. Voilà. Au fait, quand je pense à qu'est-ce qui m'a donné l'idée ou l'envie de vouloir rencontrer un scientifique, c'est que j'étais au musée des sciences amener mes enfants et il y avait une table avec des mouvements où j'étais deux balles en même temps. Ils faisaient toujours des trajectoires différentes et improbables. Et j'ai trouvé l'espace que créait ces balles qui serait génial de faire quelque chose comme ça dans une chorégraphie. Et ça m'a fait penser à la théorie des chaos. Oui, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de questions que je voulais intégrer à une chorégraphie, si c'était possible. Et Pierre, du coup, quand on est venu te chercher pour cette demande un peu particulière, quelle a été ta première réaction? Je sais que tu es quelqu'un de très curieux, c'est pourquoi la rencontre a eu lieu, mais du coup, est-ce que tu as préparé des choses? Est-ce que tu t'es dit, tiens, comment est-ce qu'on parle à une chorégraphe de tous ces modèles physiques? Tout d'abord, en tout cas, j'ai eu très peur de ce rendez-vous parce que je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Je n'ai aucune expérience de chorégraphie ni de ce genre d'échange un peu improbable. Donc, c'est vrai que je suis venu à ce rendez-vous avec pas mal d'appréhension, mais avec beaucoup de curiosité aussi. Et puis voilà, nous avons commencé à bavarder du chaos, de cet effet papillon, petites causes, grands effets, etc. Et puis petit à petit, on a un peu dévié, parce qu'à vrai dire, le chaos n'est pas mon thème central de recherche. C'est vrai que j'y ai touché quelques fois, mais ce n'est pas vraiment mon thème de recherche principal. Et on en est assez rapidement, finalement, venu à parler de plutôt ce qu'on appelle les phénomènes d'auto-organisation, donc de structuration spontanée dans des systèmes physiques.
Et puis, c'est principalement là-dessus que les échanges se sont construits et que me semble-t-il, le travail s'est fait. Donc, il y avait ces danseurs et puis ils voulaient se mettre en chemin. C'était le titre de la chorégraphie et on essayait de voir un petit peu comment de tels concepts issus de la physique un peu dure probablement, comment de tels concepts pourraient être intégrés dans la démarche d'HLN. Voilà en quelques mots les débuts de l'aventure, disons. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu très vite un terrain commun de discussion qui était notamment lié à une forme d'esthétisation. C'est-à-dire que très vite, tu étais venu en nous montrant, par exemple, des photos naturelles d'organisation chaotique. Et j'ai l'impression que du coup, le terrain de langage commun s'est passé sous une certaine forme de compréhension, en tout cas, je pense à... Tu peux peut-être nous parler de ce lac, par exemple, ou d'autres illustrations avec lesquelles tu étais venu? C'est vrai que ce phénomène d'auto-organisation est quelque chose d'assez fascinant. Donc, il faut imaginer un système physique. Il peut y avoir des tas d'exemples, mais un système physique qui se trouve plongé dans un environnement indifférencié, uniforme, disons, et qui seul, enfin, il y a quelques conditions, bien entendu, je ne vais pas entrer dans trop de détails techniques, mais qui seul décide de se structurer. Et effectivement, les structures qui apparaissent sont en général très jolies. On a des belles structures hexagonales où effectivement, tu évoques ce lac salé en Bolivie, donc qui donne lieu, après évaporation de l'eau, après la saison des pluies, à des structures magnifiques qui se dessinent sur le sol, là où le sel s'est déposé. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que et toi et HLN aviez quelques plaisirs à découvrir ces images, et donc peut-être effectivement qu'il y a eu un lien qui s'est aussi produit grâce à ces quelques images, mais qui encore une fois sortaient d'un contexte physique assez rigide d'une certaine manière et assez austère. Quoi. Et du coup, bon, là, on a parlé de la première rencontre où finalement, voilà, la rencontre est très agréable, on boit un café, etc. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans la création, donc parce que quelque part, HLN est arrivé en disant j'avais des questions, au bout d'un rendez-vous, on aurait pu se dire, ben voilà, tu as eu quelques réponses à tes questions. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tout d'un coup, dans le processus créatif, il y a quand même un aller-retour et il y a quand même quelques rendez-vous, alors 5-6, hein, pas non plus des centaines, mais il y a quand même un besoin d'aller rechercher cette nourriture-là et de créer un chemin commun. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être HLN, tu peux... Pour moi, les premiers rendez-vous, c'est que je sentais des liens avec mon propre travail et ma propre recherche. Et ça me donnait des... Oui, je pouvais créer des ponts et mon imaginaire était... Oui, ça s'enrichissait et à la fois aller dans la même direction que des intuitions que j'avais. Je veux toujours travailler avec des oppositions, des contradictions. Et là, il y avait des théories physiques de pourquoi cette contradiction ou cette opposition fait qu'il y a deux matières qui se mettent en mouvement et pour ça, on a besoin du soleil, de l'énergie. Je trouvais que le vocabulaire, parce que et aussi la manière comme Pierre, qui était très passionné, réveillait ma curiosité, et pas seulement la mienne, sinon celle de tout en équipe, tous les danseurs qui étaient curieux et qu'on avait faim de rentrer dans une autre manière de parler des mouvements et de ce qu'on fait tous les jours et à la fois les nourrir des autres images, d'un autre rapport. Et toi, Pierre, du coup, quel a été ton moteur pour continuer cette forme de dialogue? Parce que tu nous as quand même dit que tu avais au début de cette rencontre. Je n'ai pas eu besoin de moteur, ça s'est fait vraiment avec le plus grand naturel, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments forts. Il y a eu cette première rencontre que nous venons d'évoquer, et puis il y a aussi cette première rencontre avec les danseurs, donc, parce que HLN m'a invité à une de leurs premières répétitions, et j'ai d'une certaine manière redit un peu à toute l'équipe ce que j'avais dit précédemment à HLN. Alors là, j'étais vraiment emmené dans une dynamique très prégnante, avec une curiosité vraiment folle
de ces danseurs, a priori, enfin, que je n'imaginais pas a priori particulièrement intéressés par des questions scientifiques du genre de celles que j'abordais. Alors c'est vrai que ça a été vraiment un moteur très très fort. Donc je leur ai parlé de ces structures qui se créent spontanément, etc., de cette auto-organisation, et j'ai vraiment eu de leur part, j'ai vraiment ressenti un intérêt fort avec des questions très, très, comment dire, très pointues, finalement, pas techniques, bien entendu, mais extrêmement pointues, qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont d'ailleurs amené à revoir peut-être un petit peu la manière dont je parle par ailleurs de ces choses à mes étudiants. C'est vrai que, évidemment, quand j'aborde ce genre de questions avec des étudiants, j'écris des équations, je résous des équations, etc. Mais voilà, le fait d'avoir dû en parler à un public étranger qui ne pouvait pas avoir d'intérêt dans ces démarches techniques m'a amené à prendre du recul justement par rapport à ces équations et à aborder des questions finalement plus difficiles, parce que d'une certaine manière, résoudre dans un problème de physique, résoudre des équations, ce n'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est plutôt de voir ce qu'il y a derrière les solutions, d'exprimer un petit peu ce que l'on est en train de découvrir dans les formules. Et alors c'est vrai que cette démarche d'échange et de questionnement de la part des acteurs m'a vraiment renforcé dans le sentiment que c'est vraiment une partie importante et sans doute peut-être la plus importante de cette science que je propose en l'occurrence dans un de mes cours à mes étudiants. Et par rapport à HLN, donc le fait que toi tu t'étais imprégné donc de tous ces échanges, de toutes ces matières, comment s'est passée la personnification corporelle? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup le spectacle, je montre quelques photos parce que on l'a présenté au Théâtre de Liège le 7 février dernier dans le cadre de Pays de Danse, mais voilà, il y a un petit film qui existe. D'ailleurs, je vous invite sur le site du théâtre, je mettrai le lien après. Il y a un tout petit film qui a été fait pour un festival à Berlin. Et d'ailleurs, on a fait un entretien un peu plus long aussi. Donc, pour les curieux, on vous invitera à aller voir tout ça. C'est sur le site du théâtre. Ça, c'était la parenthèse. Mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, comment tu fais pour intégrer, digérer toutes ces matières-là et le mettre physiquement sur le plateau? Mais je pense que comme je suis tellement loin de la science, ça me permettait de prendre toute cette information d'une manière complètement libre et poétique. Des fois, je pouvais les transférer à des interprétations complètement ouvertes et ça crée des sens dans l'abstraction des mouvements. Des sens liés à, par exemple, dans ces images répétitives qui sont presque la même chose, mais pas complètement. Ça veut dire accepter et intégrer l'imperfection, par exemple. Qu'on peut faire presque la même chose, mais accepter cette petite espace d'erreur que des fois, avant, j'avais un peu de mal. et oui, et cet espace existe dans cette pièce probablement à cause de notre rencontre et de notre échange. De l'accepter et les valorer aussi. Alors, ce qui est très surprenant dans le spectacle de danse, c'est qu'il y a une forme d'humour très présent, je trouve, de fluidité aussi entre les 9 protagonistes. Et c'est peut-être moi qui fais une projection mentale, mais c'est marrant, c'est comme si l'endroit est de la physique et de la chorégraphie, en tout cas dans un rapport de danse contemporaine, c'est comme si c'était une place où il n'y avait pas beaucoup de... En général, on ne se dit pas « Ah oui, l'humour du physicien, il est top ». Ici, j'ai l'impression que justement, de mon point de vue, votre rencontre et l'intersection de ces petits espaces dont parle HLN a permis de développer une forme de terrain d'humour et de liberté commune. En tout cas, c'est ma lecture, à force de peut-être vous entendre, mais j'ai l'impression qu'il y a comme eu un possible à un autre endroit où on ne vous attend pas. En tout cas, parce que peut-être que c'est ces matériaux-là qui créent une forme de... Oui, j'ai pas le terme que humour, il y a quelque chose de très drôle et libre dans le projet vu, en tout cas. Ça, je pense que c'est plus HLN que moi qui en est responsable. Moi, je ne me sens pas du tout responsable de cette partie. Oui, mais moi, je sens que, par exemple... Je suis ravi de pouvoir faire rire indirectement, mais franchement, je n'y suis pour rien. Mais c'était très ludique, parce que c'était des univers tellement éloignés que
ça nous mettait, moi j'ai l'impression, dans un endroit presque enfantin, comme dans le sens de rien connaître de ce domaine et d'un coup d'avoir une liberté totale de l'interpréter, de jouer avec. Je pense qu'il y a aussi un rôle pour la musique, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais il y avait quand même une pianiste dans la chorégraphie. Alors, tous ces phénomènes d'auto-organisation que j'évoquais tout à l'heure, il ne se passe que si le système étudié est nourri d'une certaine manière, et c'est le fait qu'on nourrit ce système qui permet l'organisation. Alors, c'est vrai que moi, j'ai aimé imaginer que la musique était un petit peu ce flux vital qu'il fallait injecter aux acteurs pour qu'ils s'auto-organisent, et que peut-être qu'une partie de cette auto-organisation soit justement l'humour qu'Edith évoque là, et qui effectivement était bien présent, et non seulement de l'humour, mais aussi de la joie qui était clairement présente, mais c'était un phénomène d'auto-organisation, je pense. Ce n'était pas injecté par les conditions de travail. C'est vraiment le propre des phénomènes d'auto-organisation que d'avoir cette propriété d'émergence, de création de quelque chose de manière spontanée, sans que ça ait été prévu par les expérimentateurs, disons. Oui, tout à fait. Je trouve. Alors, dans le cadre d'impact, on est beaucoup dans ces notions de décloisonnement, d'hybridation, de créer des porosités. Donc là, vous êtes un exemple très concret de ces possibles. Et j'aurais envie d'inviter tout le monde à découvrir cet ouvrage qui s'appelle Tous des centaures. Tous centaures plutôt. Donc c'est une philosophe qui a écrit sur le rapport à l'hybridation, mais plutôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt dans le monde contemporain, notre nos smartphones, etc., etc. Mais elle pose toute une question de ces êtres, donc les centaures, qui se retrouvent, qui sont ni des chevaux, ni des êtres humains, mais des centaures. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans votre rencontre, c'est ce que vous avez créé. C'est-à-dire que c'est pas deux mondes qui se sont regardés, qui ont essayé de comprendre comment ça marchait, ce qui est déjà bien, la curiosité. Il y a comme eu un troisième axe et une troisième création possible grâce à cette rencontre de centaures, finalement. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle soulève, parce que elle fait un rapport historique de pourquoi ces figures-là nous font un peu peur, c'est et ça moi j'y crois fort, et je crois que c'est par rapport au sujet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est important aussi, elle met très fortement en avant le décloisonnement réel, c'est-à-dire le but n'est pas de travailler les uns à côté des autres ou de s'informer les uns les autres, c'est de vraiment travailler ensemble. Elle parle par exemple d'expériences en Grande-Bretagne où des ministères ont été chercher des chercheurs aussi en sciences dures, et pas pour qu'ils travaillent à côté, mais pour qu'ils travaillent dans les cabinets ministériels pour réfléchir autrement. Et il y a eu évidemment des impacts sur comment on perçoit la recherche différemment. Donc elle prend plein donc ces tiers-lieux, ces tiers-pensées différentes. Et je trouve que, et par rapport au sujet que Delphine avait amené dans Liège Créative, et par rapport à ce que vous avez créé, il y a quelque chose, voilà, cet éloge d'aller chercher autrement et ailleurs. Et donc moi j'inviterais vraiment encore plus à mettre ça en place, mais pas que d'un point de vue pédagogique, encore une fois. C'est le pas en plus qui, pour moi, a eu beaucoup de sens. Par ailleurs, Gabriel Alpern sera là à un de nos débats dans le cadre d'Impact, virtuellement, le 25 novembre à 18h, sur les questions plutôt d'intelligence artificielle, mais ça, c'est autre chose. Et alors, avant de repasser la main aux questions, j'avais envie de vous poser à tous les deux la même question que ce que Delphine a mis en place pour Thibaut et Sophie. Quelle serait la question, là, maintenant, aujourd'hui, parce que le spectacle a donc été créé en 2019, là maintenant, aujourd'hui, quelle serait la question que vous avez envie de vous poser l'un l'autre? Hélène? Moi, je voudrais demander à Pierre si ça le tenterait d'expérimenter physiquement une fois dans le studio. C'est presque la question que j'allais te poser, à vrai dire. Bon, je ne vais pas dire oui directement, mais c'est vrai que une des questions que je voulais te poser, je voulais t'en poser deux, à vrai dire. Je voulais te demander si, effectivement, on pouvait encore apprendre à danser à mon âge, hein, donc c'est un petit peu la réponse. Et puis d'autre part, je voulais aussi te demander si quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, si tu avais quelque intérêt pour la physique et pour les maths, disons. Oui. Surtout, par exemple, les forces opposées, c'est toujours la même chose, c'est monomaniaque. Ce truc de tirer
poussé. Ça me posait des questions physiques dans mon corps. Quand la physique, je peux l'appliquer dans mon corps, ça me réveillait déjà une excitation. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être de comprendre un sentiment physique. Ouais. Donc, vous allez nous créer un duo danse. J'attends. Hein. Donc, c'est programmé dans Impact 2021. On en parlait avec Jonathan tout à l'heure. Enfin, merci pour ce rapide échange et donc manière de voir comment vous avez fonctionné ensemble. Et donc, je le rappelle, sur le site du théâtre, vous pouvez retrouver un échange un peu plus long qu'on avait réalisé cet été. Un petit film de 12 minutes qui présente le spectacle After Wait, mais qui n'est pas le spectacle, mais qui donne une empreinte de ce qu'on a rencontré. Voilà. Merci à tous les trois. Cette rencontre est pleine d'énergie, très positive, c'est très gai. On va peut-être s'ouvrir aux questions peut-être des participants. Si vous voulez poser une question à l'un de nos invités, il vous suffit d'activer votre micro si ce n'est fait. Et je sais que Sophie a eu un petit problème de connexion, mais je ne sais pas si elle est revenue, parce que du coup, je ne vois pas tout le monde. Sophie, est-ce que tu es là? Non, Sophie revient. Mais je vois une question que je peux remonter qui est dans le chat. Vous pouvez utiliser le chat évidemment, mais c'est vrai que c'est plus fluide si vous les posez oralement, si c'est possible pour vous, si votre micro fonctionne. En tout cas, une question de Nathalie Claus qui demande à Monsieur Dauby si la chorégraphie est née par non, à mon avis, c'est plutôt à Hélène. Est-ce que la chorégraphie est née par auto-organisation des danseurs, comme Monsieur Dauby le pense, ou est-ce qu'elle a été écrite par une personne? Quel était votre rôle, peut-être? Je pense les deux. Oui, j'arrive pas à comprendre, je pense, la différence. Bah, moi, je crois que tu t'es imprégné de tout ça. Et puis, enfin, si je peux me permettre, il y a quelque chose de positif dans cette pièce aussi, où Hélène, à la fois, est très présente et très directive, et à la fois laisser cet espace de liberté dont on parlait tout à l'heure. Donc, cet aller-retour a créé quelque chose. Ici, en tant que spectatrice. Je me souviens que c'est une question qui avait été débattue lors de cet échange un peu plus long que tu évoquais tout à l'heure. Et Hélène, c'est moi qui lui avais posé plus ou moins cette question-là, et elle m'avait dit qu'en fait, le produit final était quand même très contrôlé. Et donc, l'auto-organisation, elle s'était peut-être faite en cours de construction, mais au moment du jeu, le jeu que l'on voyait était quand même en grande partie contrôlé, disons. Oui, ça répond vraiment à la question, évidemment. La pièce est très écrite, et dans cette écriture, il y a un degré de spontanéité, mais qui est très petit. Mais par contre, j'essayais de construire en me basant sur la théorie de restructuration et pour ne pas créer des espaces, surtout trop carrés. Okay. Trop simple. Merci. Je vois une autre question adressée à Thibaut. C'est un chercheur qui demande finalement comment vous sélectionnez les scientifiques avec lesquels vous allez travailler pour le projet BINOM. Alors, en fait, moi, je choisis les auteurs. Moi, je vais beaucoup au théâtre, je lis beaucoup d'auteurs et je reçois des propositions d'auteurs qui veulent participer à Binôme. Et moi, je ne fais pas proprement parler de sélection de chercheurs. Ce sont en fait les instituts de recherche qui nous accompagnent, qui coproduisent Binôme, qui nous proposent les chercheurs. Donc, il n'y a pas de casting, on va dire, de chercheurs à proprement parler. Par exemple, dans le cadre de l'Université de Liège, ça a été pour construire ce binôme, ça a été un partenariat donc avec le théâtre de Liège, l'université de Liège, et voilà, il monte un montage en production. Et c'est vraiment l'université de Liège qui a sélectionné Sophie, qui nous a proposé ce profil. Et nous, juste, on essaye de voir que ce ne soit pas redondant avec un binôme qu'on aurait déjà fait sur exactement la même thématique. Mais généralement, il y a peu de chance parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tellement spécialistes d'une question
terriblement précises qui sont un peu uniques à chaque fois. Donc voilà. Et à chaque fois, c'est les instituts de recherche qui choisissent les chercheurs. De fait. C'est comme ça que ça s'est passé en tout cas pour l'Université de Liège. Et j'ai des collègues qui sont là s'ils veulent rebondir. Thomas, peut-être de Réjouissance. Je ne sais pas si Laura est là de la MSH, mais en tout cas, donc c'était vraiment une association, comme je l'ai dit en ouverture, Réjouissance, Liège Créative et la Maison des Sciences de l'Homme. Et on avait plusieurs candidats possibles. On est passé par des personnes ressources aussi de l'université qui ont une vue d'ensemble sur les recherches. On est allé vers différentes personnes ressources. Et puis, voilà, on a pris ce contact avec Sophie un peu au feeling pour des critères qui ne sont pas scientifiquement établis, je dirais. Mais voilà, on a eu quand même pas mal de discussions en espérant trouver la personne avec qui ça marcherait bien. Mais il y en aurait eu C'est marrant parce que, pardon, je me permets d'intervenir parce que hier, j'avais une conversation avec l'ANDRA, qui est un institut de recherche qui travaille sur la question des déchets nucléaires, donc un institut qui est très, très, très polémiquant, ça se dit pas, mais enfin bon, en tout cas qui ouvre la polémique souvent et c'est très compliqué de savoir quel artiste pourra participer à un travail avec eux parce que très vite il y a des questions de morale, enfin voilà, de point de vue, de choses comme ça, et eux souffrent beaucoup de toute leur représentation publique et de ce qu'on peut dire d'eux et qu'à chaque fois on les glisse vers un débat pour ou contre le nucléaire, alors que leur question c'est vraiment que faire des déchets nucléaires. Et ils me demandaient un petit peu comment choisir un chercheur qui soit à même d'assumer tout ça. Et la seule réponse que je me suis permis de faire en citant justement des binômes comme celui avec Sophie, c'est que j'ai l'impression qu'un tel binôme peut marcher à partir du moment où le chercheur choisi est complètement à la place où il doit être dans la société. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que c'est troublant quand on entend Sophie et quand on entend d'autres chercheurs de savoir que c'est ça qu'ils devaient faire et c'est une évidence. Ces personnes sont complètement à leur place dans la société, leur objet de recherche leur correspond absolument et ils ont une envie de participer, de témoigner et de transmettre cet objet de recherche. Et là, quand j'entends le chercheur qui a travaillé avec la chorégraphe, je trouve exactement le même ressenti et je trouve ça juste fondamental d'avoir vraiment cette caractéristique pour choisir ce chercheur. Et en effet, ce n'est pas tellement le fait que ce soit une célébrité scientifique qui compte, c'est vraiment cette personnalité et cet engagement et le fait d'être à sa place. Voilà. Et Sophie, je vois Sophie réapparaître, mais je ne sais pas si elle nous entend. Oui, elle nous entend. Elle ne nous entendait pas, on pouvait dire tout ce qu'on voulait à son sujet. Je vois une autre question qui apparaît de Catherine Sadzo. Y a-t-il une volonté de faire passer un message dans le choix des sujets scientifiques? Thibaut, toujours à mon avis. Oui, clairement, moi je pense que les instituts de recherche qui connaissent Binôme maintenant, en tout cas en France, se sont emparés de l'objet et ça ne me dérange pas du tout, de façon pédagogique et aussi pour de la communication. Et voilà. Et je pense que le sujet scientifique qu'ils vont choisir et la personne qui va le porter et l'accompagner, il y a certainement quelque chose de très volontaire dans l'institut de recherche et des données, oui, de communication et qui sont importantes. Et ils ont envie de mettre en exergue à ce moment-là tel sujet qui leur paraît représenter l'institut de recherche et la philosophie qu'il défend. Et donc oui, je pense que vraiment. Après, ce qui est important, c'est que ça n'influe pas sur le projet artistique. Ce que je veux dire, c'est que l'auteur ne se sent pas porteur d'un message. Lui, il le traite vraiment très, très librement. Et le message, on l'entend par la parole du scientifique, bien sûr, mais je pense que vraiment l'auteur a toute liberté pour lui, à partir de l'échange qu'il a avec avec le chercheur, pour créer son œuvre artistique. Mais oui, clairement. Je pense que ça peut porter des messages et notamment à la destination du grand public. C'est ça. Il n'est pas noté dans la convention qui nous dit qu'il va y avoir une vulgarisation scientifique expressément. Évidemment, il y a ce côté-là, mais c'est pas
c'est pas écrit dans le projet. On ne parle pas de vulgarisation scientifique. C'est pas un outil au service de la vulgarisation scientifique. C'est une forme qui amène cette rencontre. Et finalement, ça en fait partie, mais c'est pas ça qui définit Binôme non plus. Moi, ce que je voulais juste dire par rapport au choix, du côté, et je me fais la porte-parole de nos collègues avec qui on a proposé Sophie Laguesse pour ce projet, c'est que vu nos missions voilà, de diffusion des connaissances, de connexion à la société civile, ce qui nous apportait, c'était que le sujet a une portée sociétale parce qu'il y a un débat après, parce qu'il y a une rencontre avec les participants. On voulait qu'il y ait cet apport voilà, d'une chercheuse qui a une communication de portée sociétale. Et donc, le sujet sur lequel travaille Sophie s'y référait très bien. Et aussi, là, tu disais, c'est pas nécessairement se tourner vers des chercheurs qui ont déjà peut-être beaucoup qui sont déjà connus, très médiatisés. C'était aussi de notre côté la volonté de peut-être nous tourner vers une jeune chercheuse, Sophie est encore jeune, qui a déjà un très beau parcours et beaucoup de récompenses pour ses recherches scientifiques, mais c'est aussi une volonté de faire émerger quelqu'un. Voilà, ça c'était dans nos critères. Moi, j'avais une question, Delphine, plus largement sur dans cette idée de décloisonnement et de tout ce qu'on veut mettre en place et de nos désirs de créer des vraies rencontres. Comment on fait, nous, là je me positionne vraiment Théâtre de Liège et en lien avec des créateurs, pour avoir aussi accès à une manière de réfléchir autrement. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est le créateur, quel qu'il soit, qui pense à une pratique ou à une discipline qui lui parle et qui, du coup, sollicite et on va chercher la personne, le chercheur qui nous semble le plus juste. Donc ça marche toujours comme dans un seul sens. Comment est-ce qu'on pourrait décloisonner encore autrement? Et même, je ne sais pas, alors est-ce que c'est une base de données? Est-ce que c'est une manière de connaître tous les moteurs de recherche qui ont lieu à l'université? Parce que c'est à l'infini, c'est à la fois passionnant et à la fois j'ai l'impression qu'on ne travaille qu'avec une forme de partie visible de l'iceberg. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être un peu plus inventif, chercheur aussi, dans la manière de fonctionner, que finalement cet aller-retour habituel qui est de nous sommes demandeurs de matière, nous allons la chercher. Il s'avère que parfois il y a une chouette rencontre qui se met en place. Alors, je n'ai pas la réponse miracle, à mon avis. Peut-être que quelqu'un parmi les participants veut s'exprimer. Je laisserai d'autres répondre éventuellement. Mais je me dis en tout cas qu'il faut bien que ça commence et que ce genre d'échange se crée aussi sur des relations de confiance qui s'inscrivent dans le temps. Je pense que le Festival Impact est un moment phare pour ça. Maintenant, c'est la 4e édition et ça a quand même créé pas mal de synergies. Ça se fait progressivement. Ça se fait avec différents professeurs avec lesquels vous avez des relations pour différents projets. Je pense que c'est à voir sur du long terme et c'est souvent peut-être l'initiative de certaines personnes qui vont faire rayonner ça progressivement. Je n'ai pas la recette miracle. Si je peux me permettre. Oui, Jonathan. Je suis là. Oui. Je crois que ça fait plusieurs années qu'on en discute, hein, il y a vraiment, à mon avis, une nécessité de structurer ça aussi au sein de l'université en lien. Je vois par exemple à Bordeaux, on en a déjà beaucoup parlé, hein, Delphine, ensemble, où s'est mis en place ce festival artistique art-sciences à l'intérieur de l'université, festival FAX, et qui du coup génère de l'émulation au sein de la communauté universitaire directement, où les chercheurs viennent avec des projets, des propositions, etc. Et donc du coup, ça monte dans les deux sens, quoi. Et c'est vrai que, comme Edith le disait, je pense qu'il faut essayer d'être très bidirectionnel dans la relation, à la fois. Enfin, moi, je suis toujours parfois un peu mal à l'aise quand on va voir l'université et qu'on dit qu'on a besoin d'un chercheur. Ce qui est bien, c'est cette rencontre. Par exemple, on a en effet une magnifique rencontre de Gwendoline Robin et Hervé Caps qu'on a failli marier en 2017. Et c'est des rencontres un peu magiques comme ça. Mais moi, franchement, je serais vraiment ravi qu'on puisse vraiment mener même un festival au sein de l'université ensemble et essayer de faire émerger des choses comme ça en s'inspirant de ce qui existe. Il ne faut pas nécessairement réinventer la roue. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives. De lab, je pense que le Festival Impact et le volet laboratoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du Festival Impact, mais comporte cette volonté de rapprochement plus structurel, plus pérenne. Et puis je crois que c'est l'hybridation dont je parlais tout à l'heure, c'est comment tout d'un coup on change les endroits où on travaille. Comme le dit
Attends, si on est au sein de l'université, parce que Impact à l'heure actuelle, oui, il y a des rencontres et c'est formidable et c'est très bien. Puis là, avec le 100% digital, on s'ouvre, mais si on se sent concerné quand on est concerné. Et, Mhm. et c'est comment tout d'un coup changer et repenser autrement, avoir de nouveaux paradigmes. Et je suis persuadée, et je le vois parce que toutes les rencontres dont on vient de parler maintenant créent une forme d'émulation, créent quelque chose de fort. Et les deux pratiques s'en sentent grandies, après à des degrés divers, hein, mais enfin voilà, bon, soit Totalement. une réflexion plus large, mais vu qu'il y a des chercheurs qui sont là aussi présents, là maintenant tout de suite, voilà. Oui, oui, ben j'espère qu'on sème des petites graines d'envie et de collaboration plus assidues encore. Je rebondis sur l'émulation parce que quelqu'un demande à Thibaut justement si il a des exemples de binômes, donc de projets qui ont été créés, qui auraient débouché sur des nouvelles perspectives scientifiques ou des projets de recherche qui Alors ça, dépassent ouais, je ne sais l'exemple. pas exactement répondre à ça. Par contre, ce que je peux répondre, c'est qu'il y a un chercheur, je trouve ça assez chouette, qui avait rencontré, qui travaillait sur des colonies d'insectes et qui ne pouvait pas se reconnaître quand il y avait un phénomène naturel qui faisait qu'ils étaient séparés, une coulée de boue, quelque chose comme ça, et qui, du coup, ne pouvait plus se reproduire après quand ils se retrouvaient. Et il a rencontré Elisabeth Mazef comme autrice, et elle a écrit une pièce qui évoque ce phénomène de non pouvoir se rencontrer et qu'elle en a fait la métaphore avec les humains. Il y a d'un côté peut-être les scientifiques, de l'autre les plus littéraires, et comment à un moment donné à l'école on vous stigmatise comme étant littéraire ou matheux, et comment peut-être à un moment donné on n'arrive plus à se rencontrer, plus à échanger, plus à parler, plus à décloisonner comme on le fait là. Et ce chercheur, c'était un peu un constat d'échec d'ailleurs pour l'autrice, en disant mince, la rencontre ne prend pas, j'arrive pas à le faire aller là où je veux. Et or, ce chercheur, quand il a lu la pièce, est complètement été bouleversé par la pièce. L'émotion que avait cherché à susciter l'autrice pendant l'échange et tout apparaissait là au moment de la lecture de la pièce, et lui indiquait que maintenant, quand il donnait des cours, puisque c'était un chercheur également qui enseignait, se servait sans arrêt de la pièce comme exemple pour montrer, pour illustrer son propos scientifique. Et donc ça, je me dis, c'est fou et c'est absolument génial de voir qu'en si peu de temps, un artiste ait pu choper l'essence d'un chercheur et lui permettre d'utiliser cet objet dans ses démonstrations scientifiques et nourrir son propos. Et après, il y a des binômes qui continuent à échanger, des couples qui continuent à échanger entre eux et continuent à réfléchir ensemble à d'autres projets, et je trouve ça absolument génial. Moi, je sais qu'il y a par exemple une autrice, Léonore Coffino, qui a développé toute une pièce après en travaillant avec un neurologue sur le cerveau, et que ça a continué à vivre. Donc ouais, je pense que quand même les petites graines sont un petit peu semées, et des deux côtés. Pour renouer avec la poésie scientifique en tout cas déjà, et avec tout ce qu'elle peut nous amener. Merci Thibaut. Il y avait Catherine qui avait une question, je voyais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est celle-là. J'ai vu quelqu'un qui demandait si c'était des productions éphémères ou si on pouvait avoir accès finalement à ce qui a été produit. Alors, ouais, je ne sais pas si je le prononce bien. Ça a été créé, je suppose que peut-être ça tourne. Edith, tu as dit qu'il y avait une capsule vidéo. Enfin, il y a moyen de revoir des choses sur le net. À propos de binômes, il y a une édition de publication de certains des binômes, ça je sais. Il y a 2 recueils. Le binôme dislocation cervicale, on espère toujours le programmer dans un monde meilleur. On espère qu'on y arrivera. On espère à Liège. Et oui, il y a les binômes, en fait, c'est une collection. Hein. Aujourd'hui, on en a 45 maintenant, parce qu'on en a créé 3 en plus, même pendant le confinement. Donc ça, c'est fou, mais c'est chouette. Et oui, tous les binômes continuent à avoir une vie en France et à l'étranger. On a la chance de travailler aussi beaucoup avec les instituts français et tourner un petit peu partout. Et on a des binômes de la première génération, hein, donc, qui ont maintenant 10 ans et qui continuent à se jouer et à vivre et à circuler. Donc, ouais, c'est d'ailleurs assez rare dans nos pratiques artistiques d'avoir un catalogue qui puisse avoir une telle vie.
Et donc ça, je pense qu'on le doit plus à la science qu'au théâtre. Donc ça, je trouve ça, dans l'autre sens, en tout cas, un super apport pour nous, pour le théâtre, d'avoir une telle longévité avec un projet et continuer à les faire vivre aussi bien dans des théâtres, dans des lieux de culture scientifique, dans des lieux de savoir et autres.